Bien, alors, il y a 10 ans, oui, 10 ans exactement, c'était le 3 octobre 2005, la conférence générale de l'UNESCO, c'était la 33e session, adoptait à la quasi-unanimité, moins 2 voix et 4 abstentions, le projet de convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles. Aujourd'hui, cette convention a été signée par 138 États. Ça paraît beaucoup, c'est une des conventions les plus signées au monde, mais en même temps, c'est 138 États sur 195 États membres de l'UNESCO, ce qui veut dire qu'il y a encore des progrès à faire dans l'acceptation de cet instrument international par la communauté des États membres de l'UNESCO. Vous savez que la Convention de 2005 avait été précédée par une déclaration rédigée en 2001. Et je vais vous lire juste l'article 2 de cette déclaration qui va vous montrer l'actualité et en tout cas la capacité des auteurs de cette déclaration à imaginer ce qu'allait être le champ politique de cette Convention. Je cite l'article 2. Dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est indispensable d'assurer une interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. Des politiques favorisant l'intégration et la participation de tous les citoyens sont garantes de la cohésion sociale, de la vitalité de la société civile et de la paix. Ainsi défini, le pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait de la diversité culturelle. Cette déclaration était tout à fait visionnaire, en quelque sorte. Aujourd'hui, elle résonne complètement d'actualité. La conception de la Convention de 2005 reposait sur l'affirmation d'un principe, la diversité des expressions culturelles, qui faisait l'unanimité des États membres, parce que la notion de diversité culturelle, ce n'est pas exactement la même chose que la diversité des expressions culturelles. On ne va pas reprendre l'historique, mais tout le monde s'est mis d'accord sur cette expression, qui devient clé dans le vocabulaire mondial. Et il y avait deux volets complémentaires. Le premier, c'était celui qu'on encourageait les États à élaborer des politiques culturelles destinées au soutien à la diversité des expressions culturelles, voire même par des principes dérogatoires ou par des dispositifs dérogatoires. Et deuxièmement, mais on mettait en place une coopération internationale entre les États membres, très importante, une coopération internationale sous la forme d'échanges, de soutien, de dispositifs entre le Nord et le Sud, entre le Sud-Sud, entre le Nord-Sud, donc sous toutes les formes qui pouvaient exister. Était mis en place un fonds qui était destiné à rendre tangible et pratique cet équilibre qui était fait entre une conception très dynamique, et une autorisation de politique et une modalité de coopération, qui était le fonds qui a plutôt bien fonctionné. Je crois qu'il y a eu 47 projets qui ont été financés, qui connaît depuis 2-3 ans un peu un tassement. Et puis il y avait d'autres principes qui avaient été mis dans cette convention, qui n'étaient peut-être pas encore très visibles à l'époque, notamment celui de la neutralité technique. C'est-à-dire que la Convention s'appliquait quelles que soient les techniques et les technologies utilisées, et qui était prémonitoire de l'apparition, évidemment, du numérique qui allait télescoper, en quelque sorte, toute une convention qui avait été définie un petit peu avant qu'on sache que le numérique allait changer la donne complètement. Donc ce sont ces conceptions que vous allez explorer. D'abord, on va avoir un bilan, on va vous écouter les bonnes pratiques, ce qui a été fait dans les pays, les grandes institutions, ceux qui travaillent notamment dans le domaine de l'éducation, de l'accès, de l'égalité d'accès, et tous ces aspects de mise en œuvre de la Convention. Vous êtes tous porteurs d'une expérience, et donc ça va être très intéressant de vous écouter. Avant de détailler plus avant les objectifs qui nous guident dans notre approche quotidienne, j'aimerais rappeler le contexte qui a présidé à l'organisation de cette rencontre, si vous voulez bien. Après les événements de janvier 2015 à Paris, la ministre de la Culture et de la Communication, Mme Fleur-Pellerin, a invité la mission Vivre Ensemble à renforcer la mobilisation des établissements publics. La ministre a en effet rappelé
que la liberté de création qu'elle défend en ce moment au Parlement et la liberté d'expression constituaient des valeurs essentielles de notre démocratie et que nos établissements culturels, par leur richesse et leur diversité, avaient un rôle essentiel à jouer en faveur de la tolérance et du respect des différences. Et en effet, les formes persistantes de xénophobie, d'exclusion sociale, les actes d'intolérance, nous en connaissons de nombreux, dont nos sociétés peuvent être le théâtre, nous interrogent plus que jamais sur le rôle et la contribution de nos institutions. Dans ce contexte, organiser une rencontre sous l'égide du 10e anniversaire de la signature de la Convention de 2005, afin d'en rappeler les valeurs, mais aussi, au-delà de valoriser la diversité culturelle et l'importance du dialogue interculturel, a pris naturellement tout son sens. A natural tendency when designing value-driven policies is to use tools that express the values themselves and thus reassure policymakers that they're doing the right things. If you want to make something universal, make it free. To ensure that take-up happens, expand access. To discourage unacceptable behavior, ban it. It's easy to say why this makes apparent sense. And yet, extensive research has shown, in cultural as in social policy, that value-driven tools sometimes have unintended consequences. Policies operate in circumstances that may actually undermine them, especially if they are poorly understood. And beneficiaries may have different expectations and views from those that the policymakers think they have or should have. Just to take one example, you will discuss it later today, I believe, there is extensive evidence that expanding access to cultural goods and services does not in itself ensure that everyone will use them. People do not go to museums simply because they are there and free, any more than they swim simply because a pool is provided, or apply for social benefits simply because they are entitled to them. This is not because people are ignorant or foolish or ungrateful. It's just because cultural goods and services, like social benefits, mean different things to different people and tend to be undervalued by those who feel excluded from them. It is a shared understanding that should drive both the design and the implementation of these policies. And I'd like to refer to the broader context. First, the Sustainable Development Goals call upon us now, all, to elaborate a more inclusive and participatory notion of development, one in which empowerment is a central concern. The top-down approaches, traditional in culture as well as in social policies, have proved to be ineffective, and they need fundamental rethinking. Secondly, social inequalities are complex and they are multidimensional. They are expressed by disparities of economic resources, but they are not just reducible to that. And culture is of key importance, both in the background conditions that favor social inequality and the practical forms in which it is expressed. And so cultural diversity is very closely connected to social justice. And thirdly, policy design needs to be informed by serious and credible evidence about what works and what the conditions for effectiveness are. Your discussion on cultural policies echoes the discussion in our intergovernmental activities on how to translate, how to assess, and how to enhance social policies across the world. Finally, cultural pluralism points at once to an empirical condition that can be divisive and to the values that at the same time can overcome those divisions. Il y a, bon, je vais être bref, il y a deux autres initiatives. L'une est un projet d'exposition qui est mené avec le MUSEM. En fait, c'est suite au drame qui s'est produit au Bardo. Donc l'initiative, elle est née disons, de cette prise en charge politique de ce drame. Donc il y a une exposition actuellement au MUSEM à Marseille et qui s'appelle Lieux sains partagés et qui met l'accent en fait sur les apports réciproques entre les différents monothéismes, sur les valeurs partagées, sur parfois des lieux
même partagées, qui peuvent être à la fois une mosquée, une église et une synagogue. Donc cette exposition absolument magnifique va itinérer, va venir à Tunis, et on va en quelque sorte saluer la mémoire des victimes qui sont tombées au Bardo. Le jour même, cette exposition va être inaugurée, c'est-à-dire pour dire non à la barbarie et non au terrorisme, mais à travers la culture, qui est l'arme privilégiée de combat contre la terreur. Il y a une autre initiative, celle-là née de ce qui s'est passé à Sousse, du drame qui a frappé en juin dernier les touristes à Sousse. Et en fait, on a travaillé sur un patrimoine oublié entre l'Angleterre, parce que les principales victimes étaient anglaises, donc entre l'Angleterre et la Tunisie. Donc on a pensé à faire une exposition qui montre cet héritage commun entre les deux pays, donc l'organiser avec, bien sûr, ce n'est pas seulement une exposition faite disons, d'objets d'antiquité, mais également des peintures de William Turner, etc. Donc, pour faire parler de la Tunisie autrement aussi, c'est vrai. Mais également, c'est revenir sur une période oubliée de l'histoire culturelle entre les deux pays. Voilà, donc quelques exemples qui peuvent se réclamer, revendiquer comme outil de la pluralité culturelle. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Merci.